Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire des histoires d'amour avec ce livre, Les plus belles histoires d'amour. Amour, passion, quand les cœurs battent à l'unisson. Amour cruel, quand la mort sépare ceux qui s'aiment. Amour audacieux qui donne des ailes aux amoureux. Laissez vos cœurs battre la chamade en découvrant ces merveilleuses histoires d'amour d'inspiration légendaire, biblique ou littéraire. Donc il y a des histoires qu'on connaît très bien, comme par exemple Roméo et Juliette, Arlequin, Colombine et Pierrot, ou encore Tristan et Iseux. Mais j'ai déjà fait une vidéo à part entière sur l'histoire de Tristan et Iseux, donc on ne va pas le relire aujourd'hui. On a aussi Antoine et Cléopâtre et bien d'autres, mais j'ai bien envie de commencer par Roméo et Juliette pour se remettre dans le bain. Donc c'est parti. Roméo et Juliette, ou les amants contrariés par le destin. Au début, ce ne fut que couleurs vives et drapeaux, soleil trop éclatant pour le regard, foule animée, musique et vin en excès. Roméo était amoureux, mais amoureux, il l'était tout le temps. Les jeunes gens ne peuvent s'en empêcher. Soit ils se battent, soit ils se meurent d'amour. Leurs aînés devraient se montrer plus sages, mais à Vérone, il n'en allait pas ainsi. Les membres de la famille des Capulets se battaient contre ceux de la famille Montaigu à 16 ans comme à 60, crachant, se lançant des insultes, s'empoignant n'importe où. Le prince de la ville finit par perdre patience et interdit les batailles de rue sous peine de bannissement. Mais la haine continua à fermenter dans la chaleur de l'été comme une mauvaise odeur. Nul ne se rappelait pourquoi les deux clans se détestaient autant, et nul ne s'en souciait. Les Montaigu haïssaient les Capulets dès leur naissance, et vice-versa. Pauvre Roméo Montaigu tombait amoureux de Juliette Capulet. Lui et ses amis s'étaient mutuellement défiés d'assister clandestinement au bal donné chez la famille ennemie. Roméo aperçut le visage de Juliette et cela suffit. Le reste du monde s'évanouit. Il n'y avait plus que deux en train de se regarder et de tomber amoureux. Tandis que Roméo soupirait et écrivait des poèmes, Juliette fit preuve de sens pratique. Elle envoya sa vieille nourrice porter ce message à Roméo. « Je t'aime, je veux t'épouser. Rejoins-moi dans la cellule du frère Laurence si tu veux que nous nous marions. » Le moine crut tout d'abord qu'il ne s'agissait que d'une lubie enfantine. Ils étaient bien trop jeunes tous deux pour s'engager à jamais. Mais il découvrit bientôt qu'il se trompait. Ces deux enfants étaient tout l'un pour l'autre. La haine de Roméo pour les Capulets s'était évaporée, et ils étaient tellement heureux. Le visage de Juliette irradiait comme si elle avait avalé le soleil. Frère Laurence se laissa donc persuader. Voyant qu'on ne pouvait les séparer, il les unit par le mariage. En outre, se disait-il, cette alliance pourrait peut-être mettre fin une fois pour toutes à la guerre opposant les Montaigu et les Capulets. Naturellement, les jeunes mariés ne pouvaient annoncer la nouvelle à leur famille, pas tout de suite en tout cas. Il fallait attendre le moment propice pour éviter que leurs parents ne se mettent en fureur et ne les déshéritent. « Gardez le secret pour l'instant, dit le moine. Attendez que je sois en mesure d'annoncer la nouvelle avec tact. » Alors, comme un gâteau de noces demeuré trop longtemps au soleil, leur joie commença à s'effriter. En revenant de son mariage secret, Roméo rencontra son meilleur ami
Mercutio. Tous deux croisèrent Benvolio et Tybalt. Tybalt Capulet, le propre cousin de Juliette. Naturellement, Tybalt défia ses vieux ennemis, tel un torero agaçant un taureau. Mais Roméo ne lui prêta pas attention et tenta d'expliquer qu'il ne nourrissait plus aucun griffe contre les Capulets. Comme il était incapable d'en dire la raison, les autres garçons le contemplèrent d'un air incrédule. Quoi, Roméo était-il devenu lâche? Avait-il peur de se battre? La place était une fournaise et les tempéraments s'échauffèrent. « Je me battrai contre toi si Roméo s'y refuse », cria Mercutio à Tybalt. Ils dégainèrent leurs épées et Roméo tenta de s'interposer. Il ceintura Mercutio. Tybalt saisit alors sa chance et enfonça sa lame sous le bras de Roméo. Et brusquement, Mercutio se retrouva agonisant, maudissant les Capulets et les Montaigus dans son dernier souffle. Si jamais malédiction produisit son effet, ce fut le cas ici. Roméo, s'emparant de l'épée de son ami, la planta dans le cœur de Tybalt. Pour avoir désobéi à l'édit du prince et tué Tybalt, Roméo fut banni de Vérone, banni sous peine de mort. Il courut chez frère Laurence et se tapa la tête contre les murs jusqu'à ce qu'elle saignât. Il était sourd à tout argument. Sa vie était finie, disait-il. Qu'était la peine de mort comparée à la douleur d'être séparé de Juliette? Laurence dut le tirer par les oreilles pour le ramener à la raison. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mon garçon. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il fut convenu que Roméo quitterait la ville avant le matin et se rendrait à Mantoue pour y attendre les nouvelles. Juliette le rejoindrait là-bas, ou si la colère du prince s'apaisait, Roméo reviendrait à Vérone. Cela ne laissait au jeune homme qu'une seule nuit avec Juliette avant son départ. Entre-temps, la jeune fille avait appris la triste nouvelle. Son cousin bien-aimé avait été tué par Roméo. Quand ce dernier escalada son balcon, elle déversa sa fureur contre lui, le frappant des poings et des pieds. « Tybalt était comme un frère pour moi. Comment as-tu pu, espèce d'assassin, je te hais ?» Mais il lui prit les poignets et elle se laissa aller contre sa poitrine. Ils s'embrassèrent. Ensuite, il ne fut plus question de haine. Roméo resta auprès d'elle jusqu'à ce que l'aube se déversât par la fenêtre. Ils s'embrassèrent une dernière fois, leurs lèvres encore chaudes de la tiédeur du lit, et Roméo partit vers Mantoue. Il promit de faire venir sa bien-aimée dès qu'il aurait trouvé du travail et un toit. C'est alors que les parents de Juliette firent irruption dans sa chambre et la surprirent la main levée devant la fenêtre, les yeux fixés sur le vide. Ils apportaient de bonnes nouvelles, lui dirent-ils. Ils avaient décidé d'adoucir la douleur de la mort de Tybalt par un événement heureux. Ils allaient la marier. Encore tremblante et larmoyante d'avoir fait ses adieux à son époux, Juliette apprit qu'elle était promise au comte Paris. Elle tenta de refuser, mais ses larmes et ses prières ne firent qu'irriter son père. Il menaça de la déshériter si elle disait encore un seul mot contre sa décision. Elle se marierait le lendemain matin, que cela lui plaise ou non. Elle courut aussitôt chez frère Laurence, et naturellement il déclara qu'il l'aiderait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, lui dit-il. Dans son ordre religieux, frère Laurence tenait la fonction d'apothicaire. Il était très doué pour préparer potions et remèdes à partir d'herbes et de minéraux. Il confectionna donc une potion destinée à
mariage avec le comte Paris. Sa famille éplorée l'ensevelirait dans le caveau familial, et c'était là que Roméo devait la rejoindre, de préférence avant qu'elle ne se réveille seule parmi les squelettes et les toiles d'araignée. Ils pourraient s'enfuir ensemble et mener une existence heureuse. Ce n'était peut-être pas la solution idéale, mais tant qu'il y a de la vie. Conformément au plan, Juliette but bravement la potion et s'endormit, d'un sommeil si profond que ce fut comme si elle avait coulé tout au fond d'un immense océan. Quand sa nourrice et sa mère voulurent la réveiller, « Debout, Juliette, c'est le jour de ton mariage », elles la trouvèrent aussi blanche qu'un os de sèche, aussi froide que l'eau profonde. Tandis qu'elle pleurait et se lamentait, frère Laurent se souriait en lui-même, songeant combien elle se réjouirait quand elle s'apprendrait la vérité. Lui savait que Juliette n'était pas morte et que d'ici ce soir, elle serait réunie à son véritable époux, à son Roméo. Mais la lettre n'arriva jamais à destination. Ce genre d'accident se produit parfois. Les lettres se perdent, sont retardées. Là-bas, à Mantoue, Roméo ne sut rien du stratagème de Laurence, mais il apprit bel et bien la mort soudaine de Juliette. Fou de chagrin, il galopa jusqu'à Vérone, ne s'arrêtant en chemin que le temps d'acheter une fiole de poison. Le comte Paris traînait dans le cimetière, pleurant en toute bonne foi sa presque épousée. Impulsivement, Roméo lui passa son épée au travers du corps. Puis il pénétra dans le caveau, faisant crisser sous ses pas la poussière qui couvrait les marches. Juliette dormait encore. Grâce à la potion prodigieuse du moine, elle semblait aussi morte qu'une statue de pierre. Alors Roméo, sans réfléchir, but d'un trait la fiole de poison. Entre-temps, les effets du narcotique s'étaient dissipés et à son réveil, Juliette trouva Roméo à son côté ainsi que prévu. « Roméo, réveille-toi mon amour, tu t'es endormi à force de m'attendre, réveille-toi mon chéri. » Mais quand elle le toucha, il était froid comme la mort. Elle prit alors sa dague et s'en transperça le cœur. Pas de pleurs, pas de gémissements, rien qu'un baiser ensanglanté, puis le silence troublé seulement par les trottinements des rats. Ce fut frère Laurence qui les découvrit. Quand les parents virent les corps, la querelle entre les Montaigu et les Capulet fut balayée par un torrent de larmes. Ils avaient trop de choses en commun pour continuer à se haïr, mais nul ne s'en réjouit. L'obscurité et l'horreur du caveau s'abattirent sur eux, et ils ne sentirent que le froid leur glaçant les os. Chaleur ardente au début, froid mortel à la fin, ou peut-être le ciel déploya-t-il des bannières pour accueillir Juliette et son Roméo. Peut-être les rues célestes sont-elles toujours chaudes et colorées, peuplées de foules rieuses applaudissant à la vue d'authentiques amants pour toujours réunis. Bon, j'avoue que ce n'était pas très joyeux pour commencer. On va continuer avec l'histoire de Antoine et Cléopâtre, où la reine du désert est son empereur romain. Du temps où l'empire romain s'étendait aux quatre coins du monde, Marc-Antoine entreprit de visiter les territoires dorés de l'Égypte. À la mort de César, il avait reçu en partage l'Orient et désormais l'Égypte, entre autres pays, lui appartenaient. Des généraux romains y étaient allés avant lui, bien sûr, et à leur retour, tous parlaient de richesses fabuleuses, de luxe fastueux et par-dessus tout de la reine Cléopâtre. Ils affirmaient qu'elle était la plus belle femme du monde, la plus rusée aussi, tel un serpent du Nil. Elle s'insinuait dans le cœur d'un homme et le capturait si bien que seule la mort pouvait
ignora le danger. Après tout, il n'était plus si jeune et il avait déjà une épouse. Il allait simplement explorer un recoin éloigné de son empire et prendre la mesure de la reine vaincue. Lors de leur première rencontre à Tars en Asie mineure, elle arriva sur une barque d'or aux voiles pourpres et parfumées, remplie de Cupidon. Sa vue produisit sur tous une profonde impression, ainsi qu'elle l'avait escompté. Belle mise en scène, marmonna Antoine, mais son cœur se mit à battre plus vite, et il sentit une magie se poser sur ses paupières. Dès que leurs regards se rencontrèrent, l'amour les priva tous deux de leur raison. Cléopâtre et Antoine étaient tout l'un pour l'autre désormais. Malheureusement, la situation politique compliquée qui régnait alors à Rome, la défense et la gestion des immenses territoires dont il avait la responsabilité, ne permettaient guère à Antoine de séjourner longtemps en Égypte, et c'est Cléopâtre qui le plus souvent quittait son palais d'Alexandrie pour courir rejoindre son amant là où il se trouvait. Les lèvres de Cléopâtre étaient si douces qu'Antoine en perdit d'ailleurs toute envie de quitter l'Orient. Elle l'aimait et il l'aimait. Qu'y a-t-il de mal dans l'amour véritable? Rien, si ce n'est qu'Antoine avait une femme qui l'attendait à Rome. Tout au fond de son cœur, Antoine savait qu'il manquait à ses devoirs. Une partie de lui-même voulait retrouver sa liberté. Ce fut une lettre qui, telle une gifle en pleine figure, le tira de sa torpeur. Fulvia a essayé de prendre le pouvoir à Rome et l'on murmure que j'étais son complice. La ville est en ébullition, je dois rentrer là-bas, je le dois. Cléopâtre le laissa partir sans un murmure. Il lui promit de revenir dès qu'il le pourrait et il reviendrait libre de se remarier. Après son départ, elle passa de longues et ennuyeuses journées à rêver et à écrire des lettres d'amour, imaginant l'instant où ils seraient enfin réunis. Grâce à son armée puissante, Antoine contraignit ses adversaires à un compromis et la paix revint dans l'Empire. Fulvia, qui s'était enfuie de Rome, mourut peu après. Malgré son immense pouvoir, Antoine n'était pas l'unique dirigeant de Rome. Octavien, le premier héritier de César, régnait sur la partie occidentale de l'Empire. Jamais il n'y eut deux hommes de nature plus différente. Octavien était un homme austère et méprisait Antoine à cause de son aventure avec l'Égyptienne. Toute amitié qui avait pu exister entre eux était maintenant réduite à néant, mais dans l'intérêt du pays, les deux héritiers de César durent s'efforcer de s'entendre. Si seulement nous étions liés d'une manière vraiment fraternelle, se disait Octavien en observant Antoine d'un œil froid. Pendant ce temps, Cléopâtre en Égypte continuait à rêver d'Antoine, attendant de ses nouvelles comme une assoiffée attend la pluie dans le désert. D'un jour à l'autre, maintenant, il allait revenir et l'épouser. Et soudain, la nouvelle arriva. Un messager pâle, essoufflé et couvert de poussière lui remit une lettre portant le sceau d'Antoine. Des nouvelles de son bien-aimé, lui annonçant son récent mariage. Antoine avait épousé Octavie, la sœur d'Octavien. C'était une alliance politique, bien entendu, un geste symbolique pour stabiliser une situation précaire. Mais Cléopâtre ne vit pas les choses sous cet angle. Elle s'effondra sur son trône et hurla comme une chienne, hurla, gronda et montra les dents à tous ceux qui approchaient. Elle envoya des messagers se renseigner sur Octavie, offrant de l'or à ceux qui lui juraient que sa rivale était laide, vieille et froide, indigne d'être aimée. Mais elle ne les croyait qu'à moitié. Pourtant, elle n'aurait pas dû s'inquiéter. Octavie n'était ni laide ni vieille, mais elle n'aurait pu chasser Cléopâtre des rêves d'Antoine. Ce mariage arrangé
manger n'avait rien de comparable aux nuits passées avec elle. Au bout de quelques semaines, Antoine n'aspirait plus qu'à une chose, la rejoindre. De son côté, Octavien cherchait un prétexte pour déclarer la guerre à Antoine. Il prit un grand plaisir à annoncer lui-même à sa sœur, cette pauvre Octavie, qu'Antoine s'était enfui vers Cléopâtre. Ils sont des enfants à présent, sais-tu. Il les a couronnés rois de la terre et gaspille pour eux les trésors de Rome, pour eux et pour ce crocodile du Nil. En effet, quelques mois après le mariage d'Antoine et Octavie, Cléopâtre avait accouché de jumeaux, un garçon et une fille. Ils avaient même eu un autre fils 3 ans plus tard. Bien qu'il fît semblant de compatir à la douleur de sa malheureuse sœur, Octavien se délectait en secret de ses larmes, car désormais il tenait un prétexte pour déclarer la guerre à Antoine et devenir ensuite seul maître du monde. Plus question de partager le pouvoir, Octavien le voulait pour lui seul. De cela, Cléopâtre s'en souciait peu. Antoine était de nouveau près d'elle, et à ses yeux, il était le plus grand. Il était capable de venir à bout de n'importe quel ennemi, n'est-ce pas? Il était capable de gouverner le monde à lui seul depuis son trône égyptien. Dans la brûlante splendeur de l'Égypte, où le soleil est si éclatant que l'on doit garder les yeux mi-clos, Antoine finit par y croire, lui aussi. Il finit par croire ce que disait de lui Cléopâtre et par se conduire comme s'il était invincible. Et quand Octavien envoya une flotte pour l'attaquer, Antoine décida de combattre en haute mer. Au débouché du port grec d'Actium où étaient rassemblées ses forces. « Ne fais pas cela, » implora l'un de ses lieutenants. « Leurs vaisseaux sont légers et rapides, les tiens sont lourds et difficiles à manœuvrer, et tu as plus de marins non combattants à bord que de soldats. » « Mais j'ai 60 galères, » répliqua Cléopâtre d'un air hautain. Les officiers d'Antoine en restèrent bouche bée, stupéfaits que leur chef se laissât ainsi abuser par cette femme. Leur crainte était justifiée. Au beau milieu de la bataille, Cléopâtre prit peur et s'enfuit avec ses 60 galères, semant le désordre et la confusion parmi les navires d'Antoine. Pis encore, Antoine, dont le cœur était entièrement gouverné par Cléopâtre, se laissa emporter dans son sillage telle une ancre brisée. Ce fut la déroute. Mais par la suite, la colère d'Antoine contre la reine n'eut d'égal que son dégoût de lui-même. Il avait perdu sa réputation, son honneur et toute estime de soi. Pareil à un animal pris au piège, il essaya de se libérer de cet amour obsessionnel. En vain. Il suffisait d'une larme de Cléopâtre pour qu'il lui pardonnât tout. Il suffisait d'un baiser pour qu'il retrouvât aussitôt son courage et sa confiance insensée. Octavien m'a peut-être vaincu en mer, mais pense-t-il pouvoir me battre sur la terre ferme? Pour Antoine, il n'y avait rien d'impossible, puisque Cléopâtre croyait en lui. Or, Octavien, avec une immense armée, approchait d'Alexandrie. Les troupes des deux adversaires irréconciliables allaient s'affronter dans une ultime bataille rangée. Quelques heures plus tard, la mêlée était devenue totale. Partout régnait la confusion et les quiproquos. Un jeu de lumière, un reflet de cet aveuglant soleil de l'été égyptien, et Antoine crut voir l'infanterie de Cléopâtre se rendant à l'ennemi. Cléopâtre l'avait donc trahi. Cette idée le plongea dans une telle fureur que l'Égyptienne dut s'enfuir pour garder la vie sauve. « Au mausolée, cria-t-elle à ses suivantes, il est fou, il va toutes nous tuer. » Dans la chaleur de midi, dans le sable cuisant, elles coururent vers la petite porte, gravirent l'escalier sombre qui s'enroulait en spirale à l'intérieur
une chambre dominant le désert, Cléopâtre se lamenta sur la perte de son amour. Comment le ramener à la raison, femme? Comment regagner son affection? Désespérée, elle recourut à une ultime ruse. Dites-lui que je suis morte de chagrin, ainsi il aura des remords et il me pardonnera. Que croyait-elle qu'il ferait, cet homme rendu fou par la défaite? Elle ne comprit que trop tard l'effet que cette nouvelle pourrait produire sur Antoine. Elle dépêcha un second messager pour l'assurer de son amour immortel et dit à l'homme: « Pars vite, je sens mon cœur se glacer et j'ai peur tout à coup. Cours. » Trop tard, le messager trouva Antoine effondré contre un mur, les genoux remontés sur sa poitrine, gisant dans une flaque de sang, une épée rougie à la main. Sur son visage flottait un sourire dément. « Moi qui ai tué 1 million d'hommes dans les batailles, ne puis-je donc me tuer moi-même » murmura-t-il. Il avait raté son suicide et se trouvait entre la vie et la mort. Ses hommes le portèrent jusqu'au mausolée. La petite porte était verrouillée, la clé avait été jetée. Il fallut hisser Antoine au moyen de cordes pour qu'il pût rendre son dernier soupir dans les bras de Cléopâtre. Elle sentit l'âme de son bien-aimé s'écouler entre ses doigts comme du sable, et lui partit, plus rien au monde ne comptait pour elle. Antoine est mort, fit Octavien, le souffle coupé par cette nouvelle, brutale comme un coup d'épée. Des larmes sincères jaillirent de ses yeux, car il n'avait souhaité que la défaite de son rival. De même que Cléopâtre, il avait cru Antoine immortel, indestructible, trop grand pour que la mort l'engloutisse sans s'étouffer. À eux deux, ils avaient tenu le monde dans leurs mains. Si l'un était tombé, l'autre pouvait connaître le même sort. Tel était le message qu'Antoine adressait à Octavien d'outre-tombe, là où les puissants ne sont plus rien. Rien, il ne restait rien d'admirable ou d'extraordinaire dans le monde de Cléopâtre. Et c'est à peine si elle entendit Octavien l'appeler au pied du mausolée. « Rendez-vous, vous n'avez rien à craindre. » Ces promesses rebondirent en écho sur les pierres du sphinx gigantesque. Cléopâtre savait que si Octavien la faisait prisonnière, il l'exhiberait en triomphe dans les rues de Rome et massacrerait ses enfants. Elle décida de priver Octavien de sa revanche. Elle allait mourir comme Antoine et ils seraient unis à jamais. Revêtue de ses plus somptueux atours, elle s'assit entre les pattes immenses du sphinx impassible et porta à son sein, comme elle l'aurait fait d'un bébé, un serpent venimeux. Il s'écoula de longues minutes avant que la spie ne la mordît. Sa mort fut douce et indolore, et ses suivantes l'accompagnèrent de leur plein gré dans les jardins de lotus ombragés de l'au-delà. Elle pouvait presque entendre les précédents sur le chemin, les murmures des amants enfin réunis. Décidément, ce n'était pas très joyeux non plus, ça se termine un petit peu comme Roméo et Juliette. On va continuer avec Héros et Léandre, ou un rendez-vous de trop. Héros était faite pour l'amour, ou plus précisément pour la déesse de l'amour. Novice au service d'Aphrodite, elle passait ses jours à entretenir les autels et les lampes sacrées du temple de Sestos, situé sur les rives d'Hellespont. Amants perdus dans les yeux l'un de l'autre, garçons timides et solitaires, veuves joyeuses, parents de filles laides, y défilaient du matin au soir, dans l'espoir d'obtenir l'aide de la déesse de l'amour et un bonheur durable. Héros observait les allées et venues des fidèles, constatait que nombre de leurs vœux étaient exaucés et voyait plus d'une mariée déposer son bouquet nuptial aux pieds d'Aphrodite pour la remercier. Mais Héros ne connaîtrait
jamais pareille félicité. Elle était prêtresse d'Aphrodite, et les prêtresses ne se marient pas, ne dansent pas, ne bavardent pas et ne fréquentent pas les jeunes hommes. Leur vie est consacrée aux dieux. Les journées d'Héros s'écoulaient donc dans le temple et ses nuits dans une haute tour dressée sur le rivage, aussi solitaire que celle d'un gardien de phare. Cependant, elle n'était pas malheureuse. La nuit, elle entendait le souffle de la mer comme une présence à côté d'elle dans le noir. Mais de même que la lumière d'un phare s'étend au loin, la réputation de sa beauté se propagea dans tout le pays. Bientôt, aux amants, aux parents et aux délaissés se mêlèrent des curieux venus contempler la belle prêtresse. Parmi eux se trouvait Léandre. Lors des fêtes annuelles en l'honneur d'Aphrodite, il quitta sa demeure d'Abydos et traversa l'Hellespont pour gagner Sestos et rendre hommage à la déesse de l'amour. Mais tandis qu'il déposait des lys au pied de la statue et récitait dévotement ses prières, il ne pouvait détacher son regard de la prêtresse, évoluant parmi les fidèles tel un cygne au milieu des nénuphars. Et très vite, ses prières n'eurent plus qu'un seul objet. Il la voulait à lui. Héros vit qu'il la regardait, et même si ses joues s'empourpraient, elle ne se détourna pas. Du haut de son piédestal, Aphrodite surprit le regard qu'ils échangèrent. Bien qu'elle se comportât parfois en déesse jalouse, elle reconnut l'étincelle de l'amour véritable et leur accorda sa bénédiction. Les fidèles présents ce jour-là jurèrent avoir entendu l'immense statue blanche pousser un soupir de compassion. « Je dois te voir seul, murmura-t-il. »« Cela ne se peut, répondit Héros. Il m'est interdit de parler et encore plus à un jeune homme. » Mais Léandre ne se laissa pas décourager. « Je viendrai te voir cette nuit dans la tour. »« Non, on risque de te voir. »« Je traverserai à la nage, répondit Léandre en riant. Traverser l'Hellespont à la nage, c'est impossible. Pour toi, j'accomplirai l'impossible. Héros posa son regard sur les robustes épaules du jeune homme, sa large poitrine. Peut-être y parviendrait-il, mais la nuit en mer, il est facile de se perdre. J'allumerai une torche pour te guider, dit-elle. Puis une procession passa entre deux et ils furent séparés. Cette nuit-là, Héros se tint sur le sommet de sa tour, observant l'Hellespont. Ce n'est en fait qu'un bras de mer bien étroit comparé aux deux mers qui l'unit, et pourtant il suffisait à séparer deux continents, deux races, deux empires et deux amants désespérés. Ce soir, il était calme et lumineux, diapré par le soleil couchant. Héros avait l'impression qu'elle aurait presque pu le traverser elle-même, mais la rive opposée était à peine visible. Léandre nagerait vraiment sur une telle distance, ou n'était-ce que de la vantardise? De pourpre, la mer devint noire. Héros alluma une torche de résine. La flamme monta, haute et claire. À 2 kilomètres de là, sur la plage de la ville d'Abydos, Léandre pataugeait déjà jusqu'aux genoux dans l'eau tiède, ses sandales à la main, guettant le signal. Héros allumerait-elle vraiment une torche pour le guider, ou s'était-elle déjà ravisée? Quand il aperçut la lumière à l'horizon, il jeta ses sandales sur la rive et plongea. La mer ne lui faisait pas peur, et ce soir il brûlait d'un tel feu qu'il remarqua à peine que l'eau devenait plus froide à mesure qu'il s'éloignait, que les courants l'entraînaient et que le sel lui poissait les cheveux. Il nagea jusqu'à ce que la terre derrière lui fût aussi loin que la terre devant lui, et qu'il n'eût servi à rien de faire demi-tour. Alors ses muscles devinrent douloureux, et l'eau lui entra dans la bouche et dans le nez. Ses mouvements se firent irréguliers, et le courant le fit dériver. Mais Léandre gardait les yeux
s'il surestimait sa force et son courage. C'est alors que ses pieds heurtèrent les rochers. Il avait atteint le rivage. Avant même qu'il se fût hissé sur le sable, il entendit Héro accourir et sentit ses bras se refermer sur lui. Ils s'embrassèrent dans les vagues, ils s'embrassèrent sur la plage, ils s'embrassèrent dans l'escalier de la tour et sur la terrasse au sommet. Ils n'échangèrent guère que des baisers cette nuit-là, pas de paroles, pas de serments, pas de compliments. Pourtant, à l'aube, ils se connaissaient mieux que les meilleurs des amis. Léandre rentra chez lui sans même se rendre compte de l'effort que cela lui coûtait. Le lendemain, c'est à peine s'il ressentit la fatigue ou la douleur dans ses muscles raidis. Au crépuscule, il était prêt à plonger de nouveau dans l'Hellespont pour rejoindre Héro. Tout au long de l'été, il traversa ainsi les Dardanelles dans un sens puis dans l'autre, tel le bac transportant les voyageurs. D'une rive à l'autre, il nageait, réglant sa course sur la lumière tremblotante de la torche au sommet de la tour. Même quand vinrent les pluies d'automne et que les averses criblèrent la mer autour de lui, il demeura fidèle au rendez-vous. Les journées lui auraient été insupportables à tous deux sans la perspective de ces nuits, sans le réconfort de leurs étreintes. L'hiver envahit l'Asie de façon brutale. Il roula l'été bleu étincelant comme un tapis usé, fit disparaître les reflets miroitants du soleil sur les flots. À présent, plus de crépuscules flamboyants, mais des aurores pourpres. « Ne viens pas ce soir, dit Héro en tressant ses cheveux, le dos tourné à Léandre. Pourquoi? Es-tu déjà lassé de moi? Elle leva les mains au ciel et ses tresses se dénouèrent. Non, bien sûr, sans toi je serais aussi vide qu'une cruche cassée. Mais tu ne dois pas faire la traversée ce soir, une tempête est annoncée. Ce n'est pas une tempête qui va m'arrêter, fanfaronna Léandre, qui savait pourtant que l'eau devenait de jour en jour plus froide et plus agitée. Je n'allumerai pas de torche ce soir, déclara Héro. Ainsi tu ne pourras pas mettre ta vie en danger. Que crois-tu que j'éprouverais si... Je viendrai quand même, riposta Léandre, refusant de l'écouter. Il savait tout le risque qu'il courait chaque nuit, même s'il n'en parlait jamais, pour ne pas laisser cette menace ternir leur bonheur. Dis que tu ne le feras pas. Ne m'effraie pas, nous pouvons bien patienter une journée, n'est-ce pas? La tempête sera passée d'ici demain. Cependant, à son cou, elle finit par lui arracher la promesse qu'il ne se hasarderait pas dans la tempête. Mais quand il s'en alla, elle crut voir une lueur malicieuse dans ses yeux et il lui vint des doutes. Toute la journée, elle fut rongée par l'anxiété. Il ne commettrait pas une telle folie. La mer était si haute sous la tour que la plage avait disparu et qu'on ne voyait plus que de gros rochers battus par l'écume. Le ciel avait la couleur violacée d'une meurtrissure et les mouettes se laissaient tomber telles des pierres, comme si le cœur leur manquait. À la perspective d'une soirée sans son amant, Héro était empli de lassitude et de sombres pressentiments. Maintenant que l'hiver était là, combien de nuits passerait-il ainsi sans se voir? Et qui sait si Léandre ne finirait pas par l'oublier, captivé par un nouveau visage? Qui sait si la mer qui les séparait n'était pas assez large, après tout, pour engloutir leur amour? Mais tiendrait-il la promesse qu'il lui avait faite, ou serait-il plutôt fidèle à la promesse 1000 fois répétée de ne jamais laisser passer une nuit sans la serrer dans ses bras? Héro ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, qu'il essaya de venir ou qu'il n'essaya pas. Le vent se leva, faisant battre les portes du temple. Les branches des citronniers griffèrent les murs et une pluie grise se mit à tomber. Il ne viendra pas, ce n'est pas possible, se disait Héro en regardant l'eau dégoulinée sur la torchère rouillée où nulle torche ce soir ne brûlait.
j'allume la flamme, il la verra et pensera que j'ai besoin de lui. Alors il viendra et arrivera ce qui arrivera. Le tonnerre mugit tel un taureau en furie, et s'il essaie de venir et que je n'allume pas de flamme, il se perdra dans le noir sans rien pour le guider. Dès cet instant, elle ne connut plus de repos. L'incertitude la harcelait, pareille à un essaim de guêpes. Elle alla chercher la torche, puis la rapporta. Elle la fixa au mur et ne put l'allumer à cause de la pluie battante et du vent hurlant. À moins de 2 kilomètres de là, Léandre, submergé par une vague gigantesque, repartit vers le rivage, s'avouant vaincu. Héro comprendrait. Après tout, elle ne l'attendait pas. Il se traîna sur la plage d'Abydos, glacé jusqu'à la moelle et dégoûté de sa propre faiblesse, puis se tourna vers l'autre rive et adressa à Héro un baiser mouillé de ciel, en un adieu muet. C'est alors que, tel un éclair déchirant le ciel, s'alluma la torche de sa bien-aimée. Elle l'attendait finalement, et si elle le croyait capable de cet exploit, alors il l'accomplirait. Rien ne l'arrêterait. Comme un cormoran, il plongea dans la mer qui le projeta presque aussi haut que les nuages galopant dans le ciel. Les vagues fondirent sur lui de toutes parts, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, et sans cette faible lueur, il aurait perdu tout sens de l'orientation. En haut de sa tour, Héro maudissait la tempête. Le vent brutal la ballottait de droite et de gauche, et la pluie la trempait des pieds à la tête, si bien que ses cheveux étaient collés à sa robe et sa robe à sa peau. Elle tremblait irrépressiblement, mais tel un aigle protégeant ses œufs, elle étendit les ailes de sa cape pour mettre la torche à l'abri du vent. Elle devait à tout prix l'empêcher de s'éteindre. La flamme devait briller d'un éclat aussi fort et aussi constant que son amour pour Léandre. La vie de son amant en dépendait peut-être. Peut-être avait-il les yeux fixés sur elle en ce moment même. Les mains de Léandre étaient engourdies de froid, ses côtes meurtries par la mer déchaînée. Son estomac était rempli d'eau salée et il était à bout de force, mais il ne devait plus être loin à présent. À travers les embruns, il chercha des yeux la faible lueur instable qui le guiderait vers sa bien-aimée. Rien que les ténèbres et quelques étoiles trouant les nuages d'une lumière rancunière, mais nulle flamme, nul rivage en vue. Une vague le précipita dans un gouffre noir et froid, mais pas aussi profond que son désespoir. Il était seul et fourbu, perdu dans la mer impitoyable. Courbé en deux au point que son corps formait presque un O, Héro réussit à gravir l'escalier du temple, une chandelle allumée à la main. Malgré ses cheveux mouillés cinglant l'air et ses mains gelées, elle parvint à rallumer la torche et à maintenir la flamme. Au matin, elle était à demi morte de froid, mais Léandre ne vint pas. « Je le savais, se dit-elle, j'espérais qu'il ne le ferait pas. » La tempête s'était apaisée et le jour naissant promettait un regain estival, avec un ciel d'un bleu limpide et de hauts nuages blancs, bien que la mer fût encore agitée. « Il viendra ce soir, pensa-t-elle. Ce soir, il n'y aura plus de danger. » Elle s'attarda en haut de la tour, savourant cette pensée, puis descendit ouvrir les portes du temple. En dessous d'elle, la mer déferlait sur la plage, dévidant au pied de la tour ses rouleaux sombres brochés d'écume. Ici, des mouettes chevauchaient la houle, là un phoque ou une loutre se roulait dans les vagues. Mais les loutres avaient-elles une face si pâle, des membres si longs? Posaient-elles leur tête à la surface de l'eau comme sur un oreiller? Le corps de Léandre flottait paisiblement, ne trahissant rien du combat qu'il avait mené contre les éléments. La lumière du matin était si pure qu'Héro distinguait chaque trait de son visage, chaque
pencha pas trop loin, elle ne trébucha pas, elle se lança délibérément dans le vide. En dessous, la mer l'attendait, prête à l'emporter sur son dos comme elle portait Léandre. Tels les alcyons qui bâtissent leur nid sur les vagues, Léandre et Héros habiteraient désormais le monde marin, le monde des poissons et des bulles, la paix bleue et éternelle des grandes profondeurs. Décidément, tout le monde meurt dans les contes que j'ai lus aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais nous lirons la suite plus tard car il y a encore d'autres contes à découvrir. J'espère que cela vous a plu